Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison, va-t-on dire, des webinaires achatpublic.com, achatpublic.com, pardon. Donc, achatpublic.com, créé en 2023, c'est une entreprise composée d'experts en marché public et qui est leader en France dans le domaine des services aux acteurs de la commande publique. C'est la première solution utilisée par les acheteurs publics pour la dématérialisation. C'est une source d'information aussi incontournable grâce notamment à son site achatpublic.info. Et ce sont donc, comme on peut le voir sur la slide suivante, des formations au marché public destinées à la fois aux acheteurs, mais aussi aux entreprises soumissionnaires que vous êtes aujourd'hui. Donc voilà, ce sont en 2023 plus de 50 programmes, 600 sessions programmées à Paris, en province et même dans les dom-toms, mais aussi des classes virtuelles. Et bien sûr, ce sont des formations qui sont déclinables en intra des 4 personnes concernées dans vos locaux. Donc autour du sujet qui va nous intéresser ce matin, vous trouverez notamment des formations autour du sourcing, mais aussi notre parcours devenir expert marché public qui rencontre un vif succès. Donc, n'hésitez pas à aller consulter toute notre offre sur notre site formation.achatpublic.com. Et puis, pour les acheteurs qui sont parmi nous aujourd'hui, n'oubliez pas notre événement annuel, la folle semaine des marchés publics, dont c'est la 7e édition et qui se tiendra cette année du 27 novembre au 1er décembre à Paris. Donc, nous sommes donc en compagnie de Pauline Déhany, qui est experte clause sociale insertion au sein de l'association Alliance Ville Emploi, mais aussi de Marie Leborgne et Fatila Halim de la métropole de Nantes, qui sont toutes les deux à la direction de l'économie et de l'emploi responsable de la métropole de Nantes, au sein du service emploi et insertion, et qui vont nous apporter leur regard opérationnel sur le sujet. Pour rappel, Alliance Ville Emploi, c'est une association nationale dont les adhérents sont des collectivités locales, majoritairement des intercos, et des structures qu'elle porte, MDE, PLIE, etc., investies sur les questions d'emploi et d'insertion. Donc, les collectivités membres d'Alliance Ville Emploi s'attachent à favoriser l'insertion des publics les plus éloignés de l'emploi, à accompagner et à mobiliser les entreprises, en particulier les TPE, PME, sur le sujet, à animer et à coordonner les acteurs de l'emploi à l'échelle des territoires, et puis à mobiliser la commande publique pour favoriser l'inclusion et la montée en compétences de chacun. Donc voilà, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Je vais donc laisser la parole à nos experts pour ce webinaire sur les bons outils à mobiliser pour réaliser un sourcing inclusif. N'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions en utilisant le petit point d'interrogation qui a dû apparaître sur votre écran au sein du menu et je leur relayerai en fin d'intervention. Et puis pour terminer, vous aurez un petit questionnaire de satisfaction à la fin de ce webinaire. Merci de bien vouloir le remplir afin que nous puissions nous améliorer au fil des interventions que nous organisons pour vous. Mesdames, je vous laisse la parole. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup et merci à achatpublic.com pour cette invitation. Pauline Déhany, je suis consultante et formatrice sur l'achat socialement responsable, donc à l'Alliance Ville Emploi. Pour l'heure qui va poursuivre, je vous propose de vous dire quelques mots de l'Alliance Ville Emploi et donc de ce réseau des facilitateurs des clauses sociales, avant d'introduire le sujet plus en lui-même du sourcing inclusif. Nous aurons aussi la chance d'avoir le témoignage de Nantes Métropole à travers les propos de Marie Leborgne et de Fatima Halim qui sont avec nous. Et nous terminerons ce webinaire par un temps de présentation des outils numériques également de sourcing inclusif, avant effectivement de vous laisser la parole pour les différentes questions que vous pourrez proposer dans le chat au cours de l'heure à venir. Donc, l'Alliance Ville Emploi, effectivement, c'est un réseau à la fois d'élus et de techniciens de collectivités territoriales qui sont investis sur les politiques d'emploi et d'insertion. L'Alliance Ville Emploi fédère notamment les outils territoriaux que sont les maisons de l'emploi, les plans locaux pour l'insertion et l'emploi, et aussi l'ensemble du réseau des facilitateurs des clauses sociales d'insertion, dont il sera plus largement question aujourd'hui. Les missions de l'association se concentrent sur 3 axes. Un axe autour de l'échange de pratiques, effectivement, la capitalisation, l'essaimage de l'innovation entre les membres du réseau.
Un second volet sur toute la professionnalisation et la montée en compétences de ses membres, à la fois élus et techniciens, et puis une mission plus classique donc de promotion des intérêts des membres du réseau au niveau national auprès des pouvoirs publics. Les facilitateurs de la clause sociale, donc peut-être certains d'entre vous connaissent déjà ce métier qui existe depuis maintenant presque plus d'une vingtaine d'années et qui s'est développé progressivement. Donc la clause sociale, il s'agit en fait d'utiliser effectivement la commande publique comme un levier en soutien aux politiques d'emploi et d'insertion des personnes qui en sont éloignées. Et le facilitateur, dans ce cadre-là, en fait, propose autour d'un guichet unique un service à l'ensemble des opérateurs concernés par ce dispositif. Donc, il va à la fois accompagner les acheteurs dans l'analyse des marchés potentiels, l'aider sur le calibrage, la rédaction des clauses, le conseiller sur les outils sociaux à mobiliser. En parallèle, il va assurer pour cet acheteur tout le suivi d'exécution auprès des entreprises en proposant une véritable offre de service et un accompagnement des titulaires pour la réalisation de leurs engagements d'insertion dans le cadre de ces marchés, grâce à un partenariat qu'il entretient de manière constante avec les prescripteurs des publics éligibles, donc les différents acteurs du service public de l'emploi au niveau local et national, qui vont faciliter le repérage des candidats potentiels en lien avec le facilitateur. Et pour cela, il va s'appuyer enfin sur un ensemble, sur tout l'écosystème des entreprises sociales inclusives, puisqu'il va favoriser justement la mise en relation entre les entreprises classiques titulaires de ces marchés notamment et les prestataires inclusifs avec qui les entreprises peuvent s'associer pour mener à bien leurs engagements sociaux dans le cadre du marché. J'aurai l'occasion de représenter juste après un petit peu plus en détail toutes ces entreprises sociales inclusives. Alors, pourquoi s'intéresser aujourd'hui au sourcing inclusif? Tout d'abord, quelques éléments de définition. On parle de sourcing autant pour les acheteurs que pour les entreprises, dans l'opération qui consiste à rechercher des fournisseurs et évaluer leur capacité à répondre aux besoins, qu'il s'agisse d'un marché public à passer ou bien à réaliser pour une entreprise. Donc l'objectif, effectivement, ça va être d'accentuer, d'améliorer le panel de fournisseurs potentiels pour trouver celui qui répondra au mieux aux besoins formulés. Le sourcing, il est dit inclusif dès lors que le prestataire est une entreprise sociale inclusive, donc qui relève du champ de l'économie sociale et solidaire, à savoir que une grande partie de ces structures dites inclusives sont agréées, conventionnées par les services du ministère du Travail. Elles ont en tout cas, l'ensemble de ces structures, vocation à embaucher majoritairement des personnes éloignées de l'emploi ou en situation de handicap. Le sujet nous intéresse particulièrement aujourd'hui puisqu'on est dans un contexte effectivement de montée en charge des achats socialement responsables, avec de ce fait-là un enjeu d'adaptation de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit du côté acheteur, entreprise socialement inclusive, puisque, comme vous le savez certainement, le PNAD 2022-2025, donc le Plan national des achats durables, est en cours de développement et celui-ci fixe pour objectif au terme du plan l'atteinte de 30% de considération sociale mobilisée sur les volumes annuels d'achat pour l'ensemble des acheteurs publics. En parallèle, nous avons eu la loi climat et résilience d'août 2021 qui est bien sûr intervenue en concordance avec ce PNAD et qui prévoit, elle, 100% de contrats supérieurs au seuil européen qui devront mobiliser des considérations sociales à l'horizon 2026. Et nous avons aussi, côté notamment collectivités territoriales qui sont en premier lieu concernées, l'élargissement du périmètre d'adoption des SPASER, donc les schémas publics d'achat socialement et écologiquement responsables, qui doit être adopté par les acheteurs à partir d'un seuil fixé maintenant à 50 millions d'euros d'achats annuels. Donc l'ensemble on le voit bien, de cette dynamique va nécessiter effectivement de travailler de plus en plus près entre à la fois entreprises classiques et entreprises sociales inclusives et de mobiliser de manière croissante ces acteurs qui sont en soutien des politiques de l'emploi et de l'insertion. L'intérêt va être multiple, c'est-à-dire que du côté des acheteurs, l'enjeu, ça va être, pour répondre à ces exigences posées par la loi, de pouvoir cerner les capacités du secteur inclusif sur différents segments d'achat et suivant sa programmation.
de manière à anticiper en fait la faisabilité, la pertinence des considérations sociales qu'il va pouvoir mobiliser, sachant qu'il est accompagné dans cet exercice par le facilitateur. Pour les entreprises qui répondent à des marchés publics, bien sûr, l'enjeu, ça va être d'identifier des partenaires inclusifs avec lesquels travailler en partenariat. Que l'entreprise, par exemple, réalise une clause sociale d'insertion, elle va pouvoir mobiliser un prestataire inclusif, que ce soit en co-traitance et la réponse à l'appel d'offres, en sous-traitance, ou bien via un achat de prestations dans le sens où elle va pouvoir s'appuyer sur, par exemple, des structures de mise à disposition de personnel inclusive pour honorer sa clause sociale. Donc, il y a un enjeu de vraiment favoriser l'interconnaissance entre ces deux acteurs. Et petit à petit, l'entreprise va pouvoir affiner sa stratégie en matière sociale, puisqu'on le sait, au regard de la dynamique, elle aura de plus souvent à répondre sur des critères sociaux. Donc l'enjeu, c'est bien de pouvoir performer et de proposer une offre intéressante à l'acheteur dans ce cadre-là. Et enfin, pour les entreprises sociales inclusives, l'enjeu actuellement, bien sûr, c'est d'être visible et bien identifié sur ces activités, puisque on le sait que la commande publique représente des opportunités croissantes pour leurs activités et de pouvoir justement favoriser cette interconnaissance tant à la fois auprès des acheteurs que des entreprises classiques avec qui elles peuvent travailler en partenariat. Alors maintenant, comment réaliser un sourcing inclusif ? Alors je dirais qu'il y a peut-être deux axes à entrevoir. Le premier, c'est bien sûr l'acteur de proximité qui est le facilitateur des clauses sociales que j'évoquais en introduction, puisque de par son positionnement, en fait, il se situe vraiment en interface de l'ensemble des parties prenantes concernées par l'achat socialement responsable. Il va pouvoir à la fois auprès des acheteurs faire connaître l'offre de services des entreprises sociales inclusives présentes sur les territoires et de ce fait-là, aider, aiguiller au repérage des marchés pertinents pour mobiliser par exemple des marchés réservés ou d'autres considérations sociales. En parallèle, pour l'entreprise qui répond à des marchés publics ou qui est attributaire, le facilitateur va l'accompagner et l'aiguiller, la mettre en relation avec justement l'ensemble du tissu de ces entreprises sociales inclusives présentes sur le territoire concerné et favoriser ce rapprochement, l'entreprise étant bien sûr toujours libre du choix du prestataire qu'elle retient. Si on regarde sur la slide, sur le paragraphe le schéma de droite, voilà, l'idée c'était d'illustrer un petit peu cet écosystème des structures sociales inclusives avec qui les facilitateurs travaillent en partenariat. Donc on a l'ensemble des structures, des secteurs du travail adapté et protégé qui emploient majoritairement des personnes en situation de handicap. Viennent ensuite l'ensemble des structures d'insertion par l'activité économique, donc qui sont, elles, agréées par les services de l'État, qui emploient majoritairement des personnes éloignées de l'emploi. Et enfin, l'ensemble des autres acteurs qui ne sont pas nécessairement agréés, mais qui concourent également à l'appui des publics en situation d'éloignement de l'emploi. Et en parallèle, donc, je vous présenterai juste après l'intervention de notre métropole, nous avons différents outils numériques qui ont été développés et qui justement vont faciliter ce travail de sourcing et peuvent constituer un premier niveau d'information justement pour peut-être favoriser en amont le dialogue avec le facilitateur. Et je vous propose de passer donc, au témoignage de Nantes Métropole qui je l'espère, permettra d'illustrer en tout cas tout l'intérêt de recourir au service du facilitateur dans le cadre d'une démarche de sourcing inclusif, que vous soyez acheteur ou entreprise. Bonjour à tous, donc, je suis Marie Leborgne, responsable de la mission clause sociale au sein de la direction économie et emploi responsable. Donc avant de passer la parole à ma collègue Fatima Halim et de rentrer plus en détail sur les actions qu'on peut mener d'appui au sourcing, je voulais vous donner une petite carte d'identité du territoire et puis vous indiquer aussi les documents cadres qui nous mènent qui nous donne un peu notre feuille de route dans le cadre de ces actions. C'est l'achat responsable et l'achat socialement responsable
responsable sur la métropole nantaise, c'est quelque chose qui est ancien, puisque les clauses sociales ont démarré en 2004 sur le territoire. Donc, on va bientôt fêter les 20 ans l'année prochaine. En termes de chiffres, la métropole nantaise, c'est 24 communes, 672 000 habitants. Ça vous permettra peut-être de comparer avec vos territoires. L'un des documents importants qui nous permet aussi de conduire notre action, c'est le schéma de promotion des achats responsables qui a été voté en juin 2022. C'est le deuxième schéma, on en avait un sur le précédent mandat. 8 enjeux ont été identifiés. Le fait d'agir pour un environnement favorable à la santé, le fait d'agir pour freiner le changement climatique et s'y adapter, le fait de favoriser une gestion économe des ressources, d'améliorer la qualité de l'alimentation, de préserver la nature, la biodiversité, de développer l'emploi, l'insertion et l'économie responsable, donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, et de lutter contre les discriminations, promouvoir l'égalité et enfin une action particulière aussi sur la démarche numérique responsable. Ce schéma et cette deuxième version, elle appuie aussi beaucoup le fait de professionnaliser tous les agents. Donc, il y a des actions de formation qui sont mises en place. Et un des objectifs que l'on doit respecter, c'est que à la fin du mandat, 100% des marchés devront comporter soit une clause d'insertion, enfin une clause sociale, soit une clause environnementale. Voilà pour ce qui est du premier document cadre que je voulais vous présenter. On a aussi, au-delà de l'aspect achat socialement responsable, notre action, elle s'inscrit aussi dans une dynamique volontariste en matière d'emploi sur le territoire, en matière d'emploi et d'insertion. Là encore, on en travaille plusieurs axes. Le fait de fédérer les acteurs du territoire, le fait de travailler pour lever les freins à l'emploi des personnes qui en sont éloignées, de construire des parcours d'insertion, d'agir plus spécifiquement pour aussi certains publics pour lesquels le taux de chômage est souvent à compétences égales beaucoup plus élevé. Donc, on les jeunes, les femmes, les seniors, les personnes en situation de grande exclusion. Il y a un travail mené sur la gestion des emplois et des compétences, sur la lutte contre les discriminations. Et l'achat public est inscrit dans la feuille de route emploi-insertion du territoire en tant que levier à mobiliser pour promouvoir l'insertion et créer des opportunités d'emploi pour les publics prioritaires. Pour vous donner aussi un ordre d'idée de notre capacité aussi à agir, on a donc dans le service emploi-insertion une mission qui est dédiée à la gestion du dispositif des clauses sociales. On est une équipe de 7 personnes et donc je ne reviens pas dans le détail puisque Pauline l'a décrit, mais on mène du coup à 7 toutes les fonctions des facilitateurs des clauses sociales. Quelques chiffres clés, on travaille au quotidien, donc on est agent de la métropole, mais on travaille pour 80 acheteurs publics du territoire. Hein. L'idée, c'est vraiment d'avoir un guichet unique pour faire en sorte que les entreprises s'y retrouvent, quel que soit le marché auquel elles candidatent. Donc, on accompagne aussi bien les collectivités, les bailleurs, les aménageurs, les établissements publics, l'État, etc. 68 de ces 80 acheteurs avec qui on est susceptible aujourd'hui de travailler ont été actifs en 2022 et on a généré sur le territoire 726 000 heures d'insertion pour des personnes éloignées de l'emploi. Et on a accompagné un peu plus de 600 entreprises au travers de 829 marchés. On a aussi une action particulière de développement des marchés réservés aux structures inclusive, donc avec vraiment la volonté d'étendre ce dispositif. On travaille déjà ce dispositif particulier avec 15 acheteurs partenaires et ça représente entre 64 et 70 marchés suivant les années. Et c'est évidemment un moyen de développer l'activité pour ces structures. Avant de détailler les actions de sourcing auprès des acheteurs, pour ce qui est du travail que l'on fait auprès des entreprises,
évidemment, on accompagne les entreprises pour leur rappeler ce qu'est le dispositif des clauses sociales, les différentes actions d'insertion qu'elles peuvent mener. Mais surtout, on est là aussi pour les orienter vers les acteurs présents sur le territoire. Donc, ça passe évidemment par des temps des temps d'échange en présentiel avec l'entreprise pour expliquer ce qu'il est possible de faire sur le territoire en fonction de toutes les structures d'insertion qui existent. On a vu un panel là, avec le schéma que tu as présenté, Pauline. Le sujet est vaste, les structures sont nombreuses. Donc voilà, on est là pour orienter en fonction des activités des unes, des autres, des particularités aussi des différentes structures d'insertion, des différentes structures du handicap, puisque toutes n'ont pas le même objet. Et puis, on fournit aussi aux entreprises un tableau qui détaille en fait les différentes activités des structures pour qu'ils puissent se repérer et qu'ils puissent du coup réfléchir à des actions de sous-traitance, de co-traitance, ou se mettre en lien aussi avec certains acteurs suivant les secteurs d'activité dans lesquels les entreprises évoluent. L'objectif pour nous aussi, c'est de permettre des suites de parcours pour les structures, les salariés des structures d'insertion, puisque notamment dans l'IAE, hein, les salariés ne sont là que de manière temporaire, souvent pour 2 ans. Donc le fait de développer des liens avec les entreprises classiques, c'est évidemment une solution aussi pour trouver des suites de parcours pour leurs salariés. Et je laisse la main à ma collègue Fatima Alim. Merci. Bonjour, donc je suis Fatima Alim, mission clause sociale à Nantes Métropole. J'accompagne les donneurs d'ordre et les acheteurs du territoire à mettre en place et à développer la clause sociale dans leurs achats. On a vu avec Marie là, le versant côté entreprise, donc on a aussi cet accompagnement-là qui se déroule au niveau des acheteurs et qui commence assez tôt finalement, puisqu'on procède à l'identification des marchés qui présentent une opportunité pour la clause sociale à travers l'étude des programmations d'achat. Donc ça nous permet de diversifier la clause sociale, de sortir un peu des secteurs plus connus, par exemple du bâtiment et du nettoyage, et d'aller davantage vers des prestations intellectuelles et les marchés de services notamment. Donc nous, une fois qu'on a connaissance d'un projet avec nos lunettes insertion, on va venir regarder la faisabilité de l'insertion, on va regarder si on peut en faire, comment on peut en faire, comment on peut l'écrire et combien s'il faut quantifier des heures d'insertion. Et suite à ça, on est amené à proposer une rédaction insertion à l'acheteur qui va venir l'intégrer dans le cahier des charges et ça devient un engagement contractuel pour les entreprises qui deviendront titulaires de ces marchés. On peut tirer la démarche et aller un peu plus loin en allant sur un critère de jugement des offres insertion, donc qui va venir, nous on va venir juger en fait de la qualité de l'offre insertion que l'entreprise va proposer, que les structures vont proposer, et l'insertion sera notée au même titre que le prix ou la technique dans le cadre du marché. On sera évidemment présent en phase d'exécution, comme on l'a vu tout à l'heure, pour s'assurer que les engagements pris par les entreprises sont tenus. Donc voilà sur l'accompagnement global qu'on peut donner et en passant juste sur la slide d'après, donc on a en fait complété cette offre en incluant cette démarche, un appui aux démarches de sourcing inclusif. Pour nous, il se décline à travers quatre actions différentes. Il y a déjà l'organisation d'un temps d'interconnaissance qu'on a mis en place entre l'offre inclusive du territoire et les besoins des acheteurs. Donc là, on vient remplir, on va dire, pleinement notre rôle de facilitateur un peu d'ensemblier qu'on a abordé tout à l'heure, en rapprochant un petit peu l'offre et la demande. Ça nous permet aussi de cibler les secteurs d'activité qui correspondent aux offres présentes sur un territoire donné. Donc pour ça, effectivement, ça nécessite de bien connaître, nous, en tant que facilitateurs, ce qui existe en termes d'offres inclusives sur le territoire. Et de manière très concrète, nous, on organise tous les trimestres une visite de structure inclusive interne à notre équipe et qui nous permet d'appréhender l'organisation de la structure, l'évolution de son activité, ses éventuelles contraintes, etc. Et ça nous permet derrière d'infuser le plus fidèlement possible l'offre auprès des acheteurs publics du territoire. On a aussi systématisé en fait la démarche de sourcing
lorsqu'on prépare un marché. Et du coup, c'est systématisé à travers les 4 briques qui sont pour nous essentielles. La première étape, ça va être d'obtenir les attentes techniques des acheteurs, donc connaître un peu l'enjeu du marché, les éventuelles contraintes, le calendrier, voilà, vraiment percevoir un peu les subtilités du marché. De l'autre côté, en parallèle, sensibiliser l'acheteur sur le périmètre d'intervention des structures inclusives, leur fonctionnement, voilà, parce que parfois c'est aussi par méconnaissance que les collaborations ne sont pas toujours facilement, donc voilà, de lever un petit peu ces freins-là. Et de s'assurer qu'il y a déjà cette interconnaissance qui est mise en place. Une fois qu'on a posé ces 2 premières briques, on procède à un sondage des structures potentielles. Donc, sur la base de documents que Marie a abordés, on a en fait détaillé les activités qui existent et les sous-activités, et on cible les structures qui sont potentiellement intéressées par la branche, le segment d'achat. Et du coup, le sondage, en fait, il leur pose 3 questions assez simples. Est-ce que ces structures sont en capacité d'assurer la mission qui a été ciblée? Est-ce qu'elles sont intéressées? Et est-ce qu'elles sont disponibles pour se positionner? Donc, selon le niveau d'information qu'on pourra avoir sur le marché, on pourrait même aller jusqu'à demander une estimation, une quantification de prix pour s'assurer que ça reste dans l'enveloppe budgétaire de l'acheteur qui nous a confié son projet. Pour aller au bout de la démarche, on organise une rencontre fournisseur qui réunit autour de la table la structure inclusive avec sa proposition, son offre, et les directions opérationnelles qui achètent des travaux ou des services. Et souvent, cette réunion-là, elle est hyper importante parce qu'elle permet parfois d'ajuster les lignes du cahier des charges et d'adapter, d'un côté comme de l'autre, vraiment de faire en sorte que il y a une offre qui répond à un besoin et elle est bien adaptée à ce qu'on recherche. Une fois que ces 4 briques-là sont réunies, on peut conseiller l'acheteur pour aller vers ce que le code de la commande publique nous permet maintenant de réserver des marchés à des structures inclusives, donc que ce soit des structures d'insertion par l'activité économique ou des structures liées au handicap. Et du coup, on peut conseiller à l'acheteur de réserver un marché à ces structures inclusives. De notre expérience, on voulait partager avec vous quelques points un peu d'attention à avoir au moment de cette démarche en parallèle de la démarche de sourcing inclusif. C'est que il faut, la démarche de sourcing va venir stimuler la concurrence, elle va peut-être réveiller des intérêts. Il faut bien être lucide par rapport à la présence d'autres opérateurs économiques qui pourraient se manifester. Et donc voilà, ça peut venir déstabiliser parfois un partenariat déjà engagé et construit. Donc connaître un petit peu qui sont les titulaires actuels du marché, etc., pour pas venir déstabiliser une collaboration qui marcherait déjà bien sur la question inclusive. Ensuite, le deuxième point un peu sensible qu'il faut aussi avoir en tête, c'est la question de la reprise de personnel. Toutes les structures inclusives ne sont pas sont pas obligées de reprendre le personnel sortant. Donc, il faut bien l'avoir en tête, surtout si vous avez un marché classique qui est amené à être réservé. S'assurer de cette question-là en amont de la réservation du marché. Et enfin, le troisième point de vigilance, c'était sur la partie de la mise en concurrence entre les structures d'insertion et les structures du handicap. Ça a fait l'objet d'actualité là récemment. On sait que c'est des structures qui ont des modèles différents, qui ont des prix qui sont pas construits de la même façon. Donc la question de la mise en concurrence, elle se pose entre les 2 types de structures. Et nous, en tout cas à Nantes, on conseille de flécher en amont, au plus tôt dans le marché, si le marché est réservé plutôt à l'une des structures ou à l'autre. Pour illustrer cette démarche de sourcing, on voulait partager avec vous un exemple concret qu'on a mis en place là récemment sur Nantes. Donc en fait, on a eu la création d'une nouvelle activité qui s'est présentée sur le territoire et qui consiste à réemployer, à vendre des jouets de seconde main par un atelier chantier d'insertion qui s'appelle Joujou. Donc on a dit le secteur d'activité ciblé, donc c'est plutôt la petite enfance et l'éducation. On a ciblé l'acheteur concerné, donc c'était plutôt les services des communes de la métropole. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé un temps d'interconnaissance qui s'est décliné à travers des visites collectives, donc qui se sont adressées à la fois aux services opérationnels, donc de l'éducation et de la petite enfance, mais aussi aux services support,
marché et achat. Et donc, c'était des visites collectives qui les réunissaient in situ dans l'atelier chantier d'insertion pour leur permettre de voir comment ça fonctionne, pour les rassurer sur les questions d'hygiène, de sécurité, enfin voilà, pour vraiment qu'ils puissent prendre conscience du process que ça a et du niveau aussi de professionnalisme que ça pouvait avoir. Suite à cette visite collective, on a couplé par des rencontres individuelles pour les collectivités qui étaient assez mûres, voilà, qui avaient un besoin assez abouti et qui souhaitaient voilà, concrétiser leur projet. Et résultat, donc on a eu déjà cette interconnaissance qui a permis de lever les questions qu'ils pouvaient avoir sur le fonctionnement. Ils ont eu voilà, un achat qui a été censé à travers le réemploi et l'axe social. Et surtout, on a réussi à concrétiser 2 marchés réservés qui ont été dédiés à l'achat de jeux et jouets issus du réemploi avec cet atelier et chantier d'insertion. Pour conclure sur cette partie un peu de sourcing, donc en fait, il y a clairement des avantages qui vont permettre de rapprocher en fait l'offre inclusive et la demande des acheteurs publics. Et voilà, on tient à cœur, ce rôle-là nous tient à cœur d'interconnaissance entre les deux maillons de la chaîne. Ça permet évidemment de prendre en compte davantage les enjeux sociaux dans la commande publique responsable. On l'a abordé avec le contexte législatif dans l'introduction de Pauline. Ça permet de travailler avec des structures locales et qui sont agiles dans la réponse aux besoins. On a des structures qui ont voilà, proposé des offres vraiment sur mesure qui sont peut-être moins évidentes pour des grands groupes. Et ça permet aussi de diversifier les achats qui sont socialement responsables, notamment à travers les marchés réservés. Évidemment, pour que tout ça fonctionne, il y a quand même quelques conditions, disons, de réussite. Comme pour toute démarche de sourcing, je pense, c'est l'anticipation du besoin qui va prôner. C'est la démarche de sourcing est difficilement organisable si le marché est imminent et qu'on n'a pas le temps, voilà, de discuter, de creuser le sujet et de réunir les parties. Ça nécessite de bien considérer les contraintes techniques et calendaires. Voilà, on sait que dans la vie des marchés, il y a souvent des imprévus, il y a souvent des commandes urgentes. Donc voilà, il faut bien tenir compte de tous ces éléments-là pour que ça se passe le plus sereinement possible pour toutes les parties. Et enfin, le dernier point à garder en tête, c'est que les structures d'insertion par activité économique en particulier ont un conventionnement par l'État, avec donc des subventions sur la partie effective qui sont qui sont prévues, et donc elles n'ont pas un développement des ressources humaines comme pourrait l'avoir un opérateur économique classique. Donc il faut aussi avoir en tête que voilà, c'est pas plus on donnera de l'activité, plus elles pourront se développer à l'illimité. Donc il faut avoir bien leur capacité à faire en tête au moment du sourcing. Merci pour votre écoute. Je pense que je te relaisse la main, Pauline. Merci Fatima et Marie pour votre témoignage très riche et qui, je pense, suscitera certainement d'autres interrogations dans le chat. Pour ma part, j'en viens à la présentation des outils numériques de sourcing inclusif qui, bien sûr, ne remplaceront pas la qualité de service et de travail tout en finesse que peut faire le facilitateur sur les territoires, mais qui, néanmoins, sont des outils aussi très pertinents pour avoir un premier niveau d'information avant peut-être d'aller dans une démarche plus approfondie en contactant le facilitateur. Je vais vous présenter d'abord l'outil Le marché de l'inclusion. Donc, le marché de l'inclusion, c'est une plateforme qui a été développée par une start-up d'État. Donc, une start-up d'État a vocation à rassembler différentes compétences interministérielles et a vocation à développer notamment des services publics numériques. Donc, sur cet outil, vous pourrez notamment, en tant qu'entreprise, par exemple, réaliser un sourcing, une recherche sur vos prestataires inclusifs. Hop. Par exemple, là, si je fais une recherche, donc on peut sélectionner le secteur d'activité qui m'intéresse. Là, je voulais prendre par exemple l'assistante générale et administrative, parce qu'on n'y pense pas, mais c'est aussi des métiers sur lesquels réaliser les clauses sociales dès qu'on veut diversifier un petit peu les publics, notamment femmes, seniors ou personnes en situation de handicap. Là, je ne suis pas connectée, mais vous avez accès à tout un tas d'autres critères plus détaillés, notamment, si vous voulez cibler uniquement les structures du handicap, uniquement celles de l'insertion, donc comme on l'expliquait pour éviter les effets de mise en concurrence. Et ensuite, vous accédez à une carte. Là, je n'ai pas renseigné de localité, donc c'est toute la France qui ressort. Vous pouvez avoir une démarche, bien sûr, plus ciblée selon les acteurs et accéder donc à
aux différentes fiches des structures qui sont renseignées. Vous retrouvez une présentation effectivement de la structure, ces différentes prestations qu'elle va pouvoir proposer, ainsi que ses coordonnées et éventuellement l'accès vers son site internet. Donc ça, c'est une première fonctionnalité. Ensuite, vous avez une autre solution qui est proposée également, c'est ce qu'on appelle le sourcing inversé. Donc là, vous allez pouvoir indiquer si votre besoin, s'il s'agit d'un appel d'offres, d'un devis, d'un sourcing inversé, expliquer un petit peu votre recherche. Ça peut être utile notamment pour les entreprises qui sont en train de soumissionner un appel d'offres qui comporterait des clauses sociales. Par exemple, elles souhaiteraient rechercher un prestataire pour répondre en co-traitance. Eh bien, elle va pouvoir, à travers, voilà, c'est un petit questionnaire en 4 pages, publier finalement un appel à un prestataire qui serait susceptible d'être intéressé par sa démarche. Donc le site rassemble 6000 prestataires conventionnés labellisés par l'État, donc qu'il s'agisse de structures d'insertion par l'activité économique ou bien de structures des secteurs adaptés et protégés. Le second outil dont je voulais vous parler, c'était Carteco. Alors Carteco, c'est un outil cette fois développé par ESS France. Donc ESS France qui fédère notamment les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Donc de la même manière, les outils sont complémentaires, se présentent de manière un petit peu différente. On va sélectionner un secteur d'activité, par exemple sur la gestion de la ressource des déchets. Et on va pouvoir là sur celui-ci mettre un filtre supplémentaire pour voir si la structure souhaite répondre à des marchés. Donc là, par exemple, sur la gestion des déchets, nous avons différentes. Les structures qui apparaissent avec un petit panneau comme ça, c'est qu'elles sont en cours de vérification parce que toutes les structures avant d'être renseignées sont vérifiées par les services de ESS France. Donc c'est qu'elles ont fait leur mise à jour très récemment. De la même manière, vous allez retrouver sur différentes informations sur la structure directement, son statut, le site internet, etc., quel type de prestations elle propose, et ainsi de suite. Donc les deux outils se veulent assez complémentaires, c'est bien de pouvoir croiser les différentes données. Et enfin, un autre outil qui, lui, est plus général, je dirais, c'est un outil de sourcing au sens large, qui va intéresser à la fois les acheteurs publics et les entreprises. C'est Approche, donc développé par les services de l'État. L'objectif est justement de donner des outils, des moyens de favoriser le sourcing, hein, puisqu'on l'a dit, la pratique est quand même encouragée par le Code de la commande publique pour favoriser la rencontre entre entreprises et acheteurs et améliorer son potentiel de fournisseur, renouveler les opportunités. Donc il y a une petite vidéo qui dure 1 minute 30. Je vous propose de voir la version entreprise, sachant qu'il y a la même chose pour les acheteurs, pour vous présenter l'intérêt du dispositif. Pauline, c'est bon pour vous? Vous avez terminé votre intervention? Pardon, excusez-moi, je pensais que vous entendiez, je venais de lancer la vidéo, mais peut-être Ah que vous ne d'accord, l'avez pas. excusez-moi. Non, effectivement, on n'entend Ah, ou on vous entend de n'entendez pas. très loin, mais voilà, D'accord. les différents Bon, participants auront le support et le lien pourront, vers Approche, très bien. voilà, pourront aller regarder. Très bien, dans ce cas, j'en termine par effectivement par le portail Approche, donc qui a aussi pour objectif, qui est un outil en train de monter en puissance, mais qui permet de donner de l'anticipation, en tout cas, et de la visibilité pour les différentes parties prenantes de la commande publique. Donc, ce qui contribue aussi, on l'a dit au cours des différents témoignages aujourd'hui, que l'anticipation était une question importante, et ça va permettre de donner de la visibilité aux acteurs, tant pour la qualité des prestations pour les acheteurs que pour favoriser les partenariats inclusifs du côté des entreprises. Absolument. Bah, écoutez, je vous remercie vraiment toutes les trois pour cette intervention très claire et très enrichissante, surtout sur le sourcing inclusif. Nous avons beaucoup de questions, on va en sélectionner quelques-unes. Je vais commencer par une question, enfin deux questions que je vais essayer de regrouper en une.
Une personne qui nous demande qu'est-ce qui différencie une entreprise inclusive de toute autre dénomination actuelle des entreprises, et est-ce que être enregistré sur les divers portails des marchés publics doit nécessiter l'ajout de la mention entreprise inclusive pour être du coup repéré? Alors, sur les entreprises sociales inclusives, effectivement, il y en a une part qui sont directement conventionnées et agréées par les services de l'État, donc notamment les structures d'insertion par l'activité économique et les structures du secteur adaptées et protégées. Donc celles-ci, elles ont un label qui leur sont directement délivrés. Et ensuite, on a d'autres structures qui concourent dont leur vocation est sociale aussi, qui concourent à l'insertion des personnes éloignées de l'emploi, mais qui ne font pas forcément l'objet d'un conventionnement, mais qui sont reconnues pour autant dans la sphère des structures sociales, entreprises sociales inclusives, puisque c'est le terme le plus récent qui est utilisé pour ces structures. Après, sur les sites, effectivement, il y a un référencement qui, je dirais, le référencement est vérifié par les services, notamment du marché de l'inclusion, parce que les bases de données sont renseignées à partir des SIRET des structures, ce qui fait qu'on a l'assurance qu'il s'agit de structures agréées dans ce sens-là. Après, pour préciser mon propos, le recours au facilitateur est toujours le plus idéal, parce que justement, il a une vision globale à la fois des structures qui sont conventionnées, mais aussi d'autres. Je pense notamment aux GEC, aux entreprises à but d'emploi, ou encore aux régies de quartier et territoire qui font pas forcément l'objet d'un conventionnement, mais qui pour autant sont des acteurs qui concourent à la réalisation de l'objectif d'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Très bien, merci. Alors, je vais prendre une autre question. Je suis curieuse du lien entre achat inclusif et EBE, territoire zéro chômeur de longue durée. Si les intervenants ont quelques éclairages, ça les aiderait. Je me permets, mais n'hésitez pas, Marie ou Fatima, à m'interrompre ou à compléter. Le sujet des EBE, c'est une question intéressante. Effectivement, le dispositif territoire zéro chômeur est en œuvre sur différents territoires et se pose bien souvent la question du positionnement de ces EBE par rapport à la commande publique responsable. Pour ma part, pour le moment, ce que je peux indiquer, parce que les choses sont encore quand même en construction hein, dans l'ensemble de ces modèles économiques des différentes structures et l'articulation au sein de l'écosystème, c'est simplement rappeler la position de la DAJ de Bercy dans le guide aspects sociaux, voilà, qui indique que les EBE sont des structures susceptibles d'être considérées comme équivalentes au sens du terme, au sens du code de la commande publique, à des structures d'insertion par l'activité économique, tout en indiquant que par contre elles ne doivent pas se positionner sur un secteur concurrentiel. Donc pour éviter ces effets de mise en concurrence aussi entre les structures, et parce que par les termes même du code du travail, les EBE ont une vocation non concurrentielle. Très bien, je ne sais pas si Nantes Métropole veut ajouter quelque chose. On a sur notre territoire 2 projets qui sont en train de se créer, mais les EBE ne sont pas encore actifs, donc on n'est pas encore... on n'a pas de structure à proprement parler sur le territoire, donc D'accord. pas d'éléments à apporter. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande comment se faire connaître par le sourcing de Nantes Métropole et donc des autres structures nationales. Donc, je sais que Fatima y a sans doute déjà répondu en partie, mais effectivement, comment ces entreprises peuvent-elles se manifester et se faire connaître auprès des intercommunalités notamment? Après, je pense que il y a un annuaire des facilitateurs aussi sur la plateforme de l'inclusion. Donc, je pense que territoire par territoire, il faut prendre attache des facilitateurs. C'est peut-être des structures du handicap qui posent cette question. C'est vrai que les facilitateurs sont pas toujours dans un lien très étroit avec le secteur adapté et protégé. Donc, faut pas hésiter effectivement à rentrer en contact avec nous. Nos coordonnées sont assez facilement identifiables sur différentes sources Internet.
D'accord. Et est-ce qu'on a quelque part une liste des facilitateurs que les acheteurs peuvent solliciter? Oui, vous avez un annuaire en ligne sur le site de l'Alliance Ville Emploi. Je peux peut-être mettre le lien dans le chat. Avec plaisir, avec plaisir. Et puis c'est vrai qu'on avait aussi aujourd'hui pas mal d'entreprises locales, petites entreprises qui nous écoutaient et qui nous disent plusieurs acheteurs et architectes appuient sur le fait que la clause sociale favorise la réponse des entreprises qui ont la capacité d'embaucher, de sous-traiter, etc. Et que elles ont un petit peu l'impression d'être laissées de côté parce qu'elles sont petites et parce qu'elles sont déjà parfois en difficulté. Et donc, que peut-on objecter à cette réflexion et comment accompagner ces entreprises qui sont souvent locales à se positionner en fait sur les marchés publics? Alors là-dessus, peut-être je vous laisserai compléter si vous le souhaitez pour notre métropole, mais simplement si on prend un peu de recul sur les résultats du dispositif, on voit bien que la commande publique qui est mobilisée sur les clauses sociales par les facilitateurs concerne en fait essentiellement les tissus de TPE, PME, qu'elles arrivent très bien à répondre à ces marchés. Il faut savoir que c'est sur les résultats du dispositif l'année dernière, plus de 70% des clauses ont été réalisées sur des marchés de moins de 100 000 euros. Et bien souvent, on n'a pas de données géographiques, mais on sait que ces marchés de moins de 100 000 euros s'adressent essentiellement au tissu de TPE, PME et que l'enjeu est bien de construire ensemble puisque voilà, il ne s'agit pas, si vous voulez, à la démarche d'avoir excusez-moi l'expression, mais de jolies politiques RSE sur des papiers glacés, mais bien être dans le concret. Et on sait que les TPE, PME connaissent bien les acteurs du territoire, sont confrontés aussi parfois à des difficultés de recrutement. Et tout l'enjeu, c'est de passer de la contrainte à l'opportunité et de faire en sorte que ce service rendu par les facilitateurs, il soit aussi vécu comme une solution par les entreprises parce qu'on va aller lui chercher, lui trouver des candidats, on va s'interroger sur son besoin et essayer d'y répondre au mieux. Et ce sera gagnant-gagnant, ce sera une offre de service supplémentaire et un moyen de répondre à ces enjeux fixés par les acheteurs. Parfait. Effectivement, sur le terrain, on est tout à fait sur cette démarche-là d'accompagner, quelle que soit la taille des entreprises et les moyens humains RH qu'ils ont. On est justement là pour les prendre par la main, entre guillemets, et les amener à réaliser une action d'insertion le plus facilement possible. Et on travaille avec tout type d'entreprise, quelle que soit la taille, ça pose aucun problème. Parfait. Écoutez, j'espère que ces TPE, PME seront rassurés par vos propos. Moi, il me reste encore une fois à vous remercier pour cet exposé très, très clair qui, j'espère, à tous ceux qui nous ont suivis auront profité. Vous aurez accès au replay de cette intervention dans les jours qui viennent. Merci à tous d'avoir participé. Merci encore à la Métropole de Nantes et à l'association Ville Emploi d'avoir pu construire cette intervention et de nous avoir fait bénéficier de leur expertise aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un très bon après-midi, un très bon week-end et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau webinaire organisé par achatpublic.com. Bon après-midi à tous. Merci à toutes et tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.